et de vous décrire ce qu'est ce triangle de l'inaction et de pouvoir aussi vous témoigner de ce que on en a fait pour pouvoir le briser. Et pour ça, on a avec nous des intervenants que je vais vous présenter juste après. Moi, je me présente, je suis Camille, je dirige l'association Mountain Riders. Et à côté de moi, mais qu'on ne voit pas, il y a Mélène, ma collègue Mélène, avec qui je travaille sur ces sujets-là et qui a en charge du coup le chat. Voilà, vous pouvez aussi réagir dans le chat. Mélène suit ça de près. Donc les micros sont coupés. Vous pouvez, tant qu'on n'est pas dans la phase d'échange, peut-être couper vos caméras. Voilà, ça permet d'être plus sobre numériquement. Euh, et puis en plus, ça améliore du coup la connexion. On aura une bonne quinzaine de minutes à la fin des interventions pour pouvoir échanger. Donc l'invitation, c'est de noter peut-être toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure, comme ça on peut déjà essayer d'y répondre. Et puis on prendra ce temps d'échange à la fin où là, vous pourrez ouvrir les micros, allumer les caméras, parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir échanger sur ce sujet qui nous concerne tous. Et enfin, vous dire que le webinaire est enregistré et que du coup, vous pourrez le regarder dans son intégralité sur notre chaîne YouTube. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire avant d'attaquer? Oui, simplement que donc on anime chaque mois un webinaire d'1 heure et demie qui a pour intention de vous nourrir en fait, d'apporter de l'expertise et pas que d'ailleurs de l'expertise et de l'expérience sur les enjeux de transition en montagne, qui permet aussi de donner la parole aux acteurs qui font la transition, qui portent et qui initient des actions sur les territoires. Et puis, on veille aussi à chaque fois d'avoir une représentation, une parole du monde scientifique qui nous permet aussi de dézoomer, de prendre de la hauteur et de faire de nombreux liens entre tous ces enjeux. Voilà, simplement vous dire que le prochain, qui a un titre qui peut faire un petit peu peur, Public sous main de justice, c'est presque le titre d'un film. Non, en fait, c'est bien le prochain webinaire le 24 septembre, où on vous parlera en fait d'éducation, des programmes éducatifs qu'on mène sur des publics spécialisés. Peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Je pense que beaucoup nous connaissent, mais dans le doute, vous rappelez qui on est, euh, qui est Mountain Riders. Premièrement, on fête nos 25 ans cette année. Donc, on existe depuis 2001. On fête nos 25 ans le 3 juillet prochain à Grenoble. Euh, et puis, on vous en reparlera à la fin. Mais du coup, ça fait 25 ans qu'on mène des actions d'éducation auprès de différents publics avec une valeur forte qui nous anime depuis le début, qui est de sensibiliser sans moraliser et de faire ça dans une dynamique de joie, non pas pour simplement nourrir nos utopies, pardon, mais surtout parce qu'en fait, la joie et le champ émotionnel sont quand même des vecteurs, et on le voit au quotidien, des vecteurs de transformation auprès des publics qu'on accompagne. Et c'est un réel accélérateur, en fait, de transition. Et tout ça au service du vivant. Donc, ce qu'on entend par vivant, qui peut être un peu le gros mot du moment, le vivant, pour nous, c'est à la fois les humains et les non-humains hein, sur nos territoires. Donc, la place de l'humain est très importante, mais on ne peut pas faire sans considérer le non-humain. On a 4 grandes activités chez Mountain Riders qui sont évidemment corrélées. La première, c'est le programme Montagne Zéro Déchet qui porte une ambition de réduction des déchets à la source à horizon 2030 et qui est un programme qui porte cette ambition forte et qui est en fait est à l'origine de notre mouvement dès ses débuts. Et puis, on a aussi très rapidement développé des actions d'éducation et de sensibilisation, on y reviendra,
Mais ça, c'est quelque chose de, bah voilà, c'est une part importante de nos activités encore aujourd'hui qui s'adresse à la fois à des publics jeunesse, mais aussi des publics adultes. On développe depuis quelques années maintenant de la formation et de l'accompagnement des collectivités, des acteurs de la montagne. Et, euh, et on a également créé, on anime aujourd'hui la démarche Flocon Vert, que beaucoup d'entre vous, j'espère, connaissent. Voilà. Sans plus tarder, je vais nommer l'équipe du jour, les trois intervenants à mes côtés. On a Marlène Giacomati qui est directrice de l'Office du tourisme des Menuires et de Saint-Martin-de-Belleville, qui nous apportera son témoignage. Romain Béard, donc, qui représente Mountain Changemaker, qui est aussi membre de Mountain Riders. Il y a les deux casquettes pour Romain. Et puis Stéphane Labranche, qui est le coordinateur scientifique du GIECO et qui est notre expert sur les dimensions de changement de comportement avec qui on travaille depuis longtemps et qui apportera aujourd'hui finalement son témoignage, son éclairage après les interventions de Marlène et Romain. Petite mise en mouvement pour vous. Qu'est-ce qui compose le triangle de l'inaction? Donc là, on vous propose de répondre à cette question dans le chat. Est-ce que pour vous, ça représente... Enfin, les composantes du triangle sont la colère, la peur, la tristesse? Est-ce que c'est les citoyens, les entreprises et l'État? Ou bien Pythagore, Euclide et Aristote? Vous pouvez aussi mettre dans le chat ce que le triangle de l'inaction représente simplement pour vous. Peut-être rien d'ailleurs, donc c'est bien de l'indiquer. Et peut-être que vous avez déjà des expériences ou des témoignages à partager, c'est le moment. On vous laisse quelques secondes. Alors, il y a Mélène qui chuchote, mais du coup, je l'entends même pas. Et mais du coup, il y a... La réponse, c'est 1 et 2 principalement. Ok, ok. Déresponsabilisation et le dédouanement. Bah, il y a aussi, ouais, il y a des reformulations intéressantes. Ok, eh ben, on va vous dire sans plus tarder ce qui se cache derrière ce triangle de l'inaction qu'on n'a pas inventé, hein. C'est un monsieur, si je dis pas bêtise, qui s'appelle Pierre Perretou qui a inventé ce triangle à la suite d'une expérience autour de la fresque du climat. Euh, Parce que c'est un constat qu'il a fait à l'issue de cette expérience de fresque et qui nous présente du coup ce triangle. Mais avant de rentrer dans le détail, en fait, je vais vous passer une petite vidéo. Alors là, hop. Est-ce que vous voyez ma vidéo en grand? Super. Le triangle de l'inaction. Ouais, le triangle de l'inaction, c'est un concept, je ne sais plus qui l'avait théorisé, mais très simple. En gros, il y a trois types d'acteurs aujourd'hui qui se renvoient à la patate chaude pour que rien ne se passe, en tout cas qui se lavent les mains en disant attendez, c'est pas ma faute. Le premier, c'est les citoyens, c'est nous. En gros, la plupart des discours aujourd'hui, c'est attendez, les politiques ne font rien, c'est quand même pas notre faute, c'est à eux de se bouger le cul si on veut qu'il se passe un truc et qu'il y ait une transition écologique. Le politique, lui, il reçoit la patate chaude, il dit attendez, vous plaisantez, c'est les entreprises qui polluent. Moi, politicien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas moi qui produis les produits. Et du coup, hop, la patate qui passe aux entreprises. Et les entreprises, elles disent, mais c'est une plaisanterie. Moi, je produis ce que les citoyens me demandent. Et donc, tout le monde se renvoie la patate comme ça, et il se passe rien, on n'avance pas, et on voit juste de plus en plus de catastrophes. La réalité, et ça a été montré, c'est qu'on peut transformer ce triangle de l'inaction en triangle de l'action. Et pour ça, il suffit de faire un truc, c'est d'arrêter de regarder ce que font ou ne font pas les autres. On en entend tout le temps parler. Oui, mais les Chinois, ils font pas. Oui, mais les riches, ils font pas. Peut-être. Mais en fait, la réalité, c'est que quand un acteur se dit, par exemple le citoyen, bah moi, indépendamment de ce que font ou ne font pas les autres, je vais me mettre à agir parce que en fait, je me sens mieux comme ça, je me sens plus cohérent, je suis plus heureux comme ça, je suis plus aligné
et c'est pas grave si les autres ne font pas, et ben paradoxalement, ça débloque les autres acteurs qui sont inspirés et qui se mettent à changer. Hop, voilà, donc c'était une petite introduction sur ce triangle de l'inaction avec des propos plutôt très clairs qui donnent un point de vue, effectivement, de la nécessité, en tout cas qui appelle à la responsabilité individuelle de chacun. Et le constat qu'on a fait, nous, chez Mountain Riders, depuis toutes ces années, c'est que sur nos territoires de montagne, en fait, ce triangle de l'inaction, il avait toute sa place aussi, et qu'on s'attendait beaucoup. Et qu'en fait, ce triangle, il crée quand même une forme de paralysie, globalement, des systèmes qu'on essaie de faire bouger. Et que, en fait, quand il y a un bout du triangle qui se met en mouvement, et ben, ça peut créer de la synergie sur l'ensemble du triangle. Alors forcément, du coup, il est pas hyper équilibré, hein. On peut avoir des formes géométriques variables. Mais en tout cas, nous, ce triangle, il nous a vraiment permis de trouver notre bonne place pour agiter, pousser, accompagner les sujets qu'on porte et aller chercher effectivement les autres publics concernés, euh, d'aller en tout cas d'aller chercher à les activer et je vais vous expliquer comment. Euh, En fait, pour faire court, très souvent, en tout cas, on a entendu ça pendant des années, quand on s'adressait aux élus, et peut-être que d'ailleurs, et j'espère qu'il y en a avec nous là aujourd'hui, souvent on nous disait, super Mountain Riders, vous faites de l'éducation avec les enfants, avec les jeunes, c'est la génération de demain, et on a vraiment besoin de vous pour éduquer cette future génération. Et en fait, ça, on l'a jamais vraiment accepté, parce qu'évidemment, le travail d'éducation, il est essentiel de la jeunesse. Mais pour autant, en fait, ce qu'on sait sur ce triangle-là, c'est qu'on a bien tous une responsabilité à porter. Et si on veut que nos jeunes puissent finalement grandir sur ces enjeux d'éco-citoyenneté, ça ne peut pas se faire si du côté des collectivités, des élus, de l'État, il n'y a pas une responsabilité prise. Donc c'est là où on a commencé effectivement, nous, à se mettre en ordre de marche pour accompagner et aller chercher du coup le public plutôt institutionnel et voilà, le public des élus et à aller du coup leur proposer aussi de s'engager dans des démarches. Et effectivement, on ne pouvait pas faire sans le tissu économique, entrepreneurial de l'écosystème montagnard, parce que du coup, ils ont aussi leur part de responsabilité. C'est-à-dire que pour être très concrète, quand on travaille sur la charte nationale montagne zéro déchet, par exemple, et qu'on identifie que le déchet principal qu'on va ramasser sur une opération est, je donne un exemple, mais un jalon de piste, on ne peut pas faire sans aller chercher la filière des industriels qui sont producteurs de ce déchet sauvage retrouvé et sans aller chercher finalement l'ensemble de la chaîne d'acteurs qui font que ce déchet s'est retrouvé à cet endroit-là. Et ça, c'est valable pour l'ensemble de nos sujets. Donc, en fait, aujourd'hui, nous, notre mode d'action passe vraiment par ce triangle qu'on a nommé de l'action. On a essayé de déjouer comment, en fait, on pouvait passer de l'inaction à l'action en appuyant sur les 3 boutons de façon simultanée. Et donc aujourd'hui, donc vous le voyez, c'est un peu barbare là ce que vous avez sous les yeux, mais c'est nos différents dispositifs qui permettent d'activer à la fois les citoyens, les entreprises et les territoires de montagne. Quand on parle de territoire de montagne, hein, c'est vraiment, on va dire, la partie plutôt institutionnelle, territoriale. Et on essaie de mettre en connexion tout ça parce que c'est un système complexe, mais en tout cas, nous, aujourd'hui, notre stratégie, c'est de pouvoir travailler sur ces 3 publics. Une
précision avant qu'on attaque et que je donne la parole à Romain, une précision importante sur les termes qu'on utilise souvent et qui sont quand même des mots différents et c'est pas pour rien. Parce qu'on va beaucoup parler d'éducation, de sensibilisation, et c'est important de préciser en tout cas ce que nous on entend derrière chacun de ces mots. Pour nous, acculturer, on parle souvent d'acculturation. Euh, Acculturer, en fait, c'est adapter quelqu'un ou adapter un groupe à une nouvelle culture. Et c'est ce qu'on essaie de faire, notamment à travers différents dispositifs, notamment la Mountain Academy qu'on va vous présenter juste après. Euh, et la particularité de l'acculturation, c'est que ça se fait sur du temps long. L'éducation et la formation se passent sur du temps long. On peut difficilement faire ça sur du temps court. Donc, c'est ce qui différencie ces trois modes d'action de la sensibilisation, en tout cas pour nous. Former, on est bien à la recherche de permettre l'acquisition d'une compétence spécifique à viser de rendre l'acteur autonome. Ça, c'est ce qu'on entend par formation. Et l'éducation, en fait, la racine du terme du mot éduquer, c'est conduire hors. Donc, en fait, je vais dire simplement et en même temps, c'est tout ça, c'est apprendre à grandir. Une fois qu'on s'est dit ça, la sensibilisation qu'on utilise très souvent, elle est ramenée à un temps plus court où en fait on essaie de rendre sensible, on essaie de rendre réceptif et on pourrait dire aussi de provoquer en fait, de provoquer une étincelle, de provoquer une mise en mouvement ou de provoquer le fait qu'on retienne une information. Et, hum, et souvent, quand il y a une démarche, en tout cas nous on l'observe, quand on initie une action de sensibilisation, derrière, il est important d'aller chercher un enjeu d'acculturation, d'éducation ou de formation, ou même de les combiner. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout ça, c'est pas l'un ou l'autre, que c'est complexe et qu'aujourd'hui, si on veut faire bouger les comportements en profondeur, eh bien, il est nécessaire d'aller activer ces différents leviers-là à des temporalités différentes, mais en tout cas, on a tout ça dans notre boîte à outils. La Mountain Academy, c'est un des derniers dispositifs qu'on a co-créé avec Mountain Changemaker, qui nous permet de répondre à ce triangle de l'inaction, particulièrement parce que c'est un dispositif apprenant et événementiel qui s'adresse en même temps à un multi-public, entreprise, citoyen, élu. Je ne vais pas trop en dire parce que je vais donner la parole à Romain qui va nous présenter tout ça. Romain, je te laisse la main. Eh bien, bonjour. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces propos d'introduction et l'organisation de cette journée, de ce webinaire. Donc, pour vous resituer qui je suis, ce que je fais, donc, je suis en charge du développement pour Mountain Changemaker. C'est pas pour Mountain Riders, comme c'est marqué sur la présentation, mais je suis aussi administrateur de l'association Mountain Riders depuis une bonne quinzaine d'années. Et c'est vrai que sur ces sujets de transition, il y a l'enjeu principal, c'est ces questions de changement de comportement. Et d'où l'importance d'aller inventer de nouveaux récits, de nouvelles façons de se projeter sur l'avenir, de donner du sens à la mise en mouvement. Et cette notion d'appropriation des sujets par toutes et tous, et bon, Stéphane Labranche, qui est parmi nous, en parlera mieux que moi. Voilà, du coup, je voulais vous faire en introduction l'origine du projet de Mountain Changemakers. Alors, qui on est aujourd'hui? Mountain Changemakers, c'est une association qui est née il y a 2 ans, en février 2024. Le constat, le projet de départ, enfin l'initiative, c'est
personnalité, Laurent Surbeck, qui avait créé Montagne TV, donc un homme plutôt qui vient des médias et de la montagne, qui a voulu documenter les transitions. Se dire, en fait, il y a beaucoup d'initiatives qui existent parmi beaucoup d'acteurs en montagne, à la fois les territoires, les associations, les collectifs citoyens, les entreprises. Il y a multiples projets qui naissent tous les jours sur ces sujets de transformation de modèles, mais elles sont invisibles, en tout cas pas suffisamment. Donc il a créé une série documentaire sur Montagne TV au démarrage. Et le projet a grandi et début 2024 s'est transformé en média. Donc avec l'objectif d'identifier ces initiatives, de mettre en valeur les porteurs et porteuses de projets et de faire dialoguer l'ensemble des parties prenantes autour de ces sujets de transition. Et dès le début, sur la première année d'existence, 2024-2025, il y a eu l'ambition, la création de créer un collectif d'acteurs et d'actrices engagés sur ces sujets. Donc, ce sont nos membres pionniers, dont je salue la présence de Marlène de l'OT des Ménures, parce qu'elle a fait partie justement de ces pionnières. Il y avait une vingtaine de structures, dont Mountain Riders aussi. Et l'idée, justement, l'ambition commune, c'était au-delà de la documentation, d'aller questionner ces projets de transition, c'était aussi de se dire, on va créer des espaces de dialogue, des espaces de réflexion, de croiser les visions des enjeux de transition de l'ensemble des acteurs avec lesquels on interagit, et du coup de pousser des propositions qui viennent du terrain en lien avec les initiatives locales. Et tout ça appuyé, bien entendu, par un réseau d'universitaires, de scientifiques, de chercheurs, comme Stéphane, qui peuvent aussi amener, bien entendu, une vision beaucoup plus méta des enjeux, amener justement des réflexions beaucoup plus larges que sur les simples questions de montagne. Et là, assez vite, s'est posé un vrai sujet, c'est comment on arrive à embarquer une partie de l'écosystème local qui, a priori, se sent moins concerné, en tout cas, et moins en lien avec ces sujets-là. En tout cas, on n'arrive pas forcément à les raccrocher. Et en lien avec les réflexions notamment de Stéphane Labranche sur les enjeux de changement de comportement, cet enjeu humain qui n'est pas une réponse technique, une réponse chiffrée, une réponse scientifique, en fait, ne fait pas bouger les lignes. Mais du coup, on s'est questionné sur ces enjeux de changement de comportement et cet objet, en fait, des sciences sociales pour aller mobiliser ces publics qu'on appelle plus ou moins éloignés des sujets de transition. Et c'est comme ça qu'est né le projet de Mountain Academy. Donc on s'est allié avec Mountain Riders, justement, qui porte cette expertise d'animation et de mobilisation et de formation, et justement de cette capacité à faire passer des messages au travers d'ateliers d'animation sur les territoires. Donc la Mountain Academy, c'est un projet qu'on porte ensemble, deux structures, donc c'est deux associations qui se sont alliées. Et l'idée, c'est de travailler sur différents formats, des ateliers, des soirées, des déjeuners. Enfin voilà, on a imaginé plein de formats différents. Et on a travaillé notamment sur un projet un peu global qu'on a porté, que Marlène présentera tout à l'heure, qui s'appelle les rendez-vous des transitions. Donc, qui va mêler un ensemble de types d'ateliers que vous voyez rapidement à l'écran, à la fois des temps de fresques, des causeries, des soirées, des conférences. Mais l'idée, c'est vraiment de faire participer les acteurs locaux sur les sujets et d'impliquer vraiment le tissu du territoire justement, porteur d'initiatives, pour mobiliser leurs pairs, leurs voisins, leurs voisines, leurs collègues. Et ça a été vraiment une belle réussite. Marlène parlera tout à l'heure plus précisément du projet. En tout cas, pour terminer mon propos, ce qu'on a mis en place, de mon point de vue, c'est vraiment cette idée d'une nouvelle forme de triangle. Alors, on est très triangle aujourd'hui, mais le triangle de l'action positive, pour nous, c'est vraiment ce fonctionnement
collectif et de se dire justement la force de faire des alliances et de travailler ensemble avec un apport sur les récits et sur les contenus qu'on peut produire côté Mountain Changemakers. Donc c'est justement par l'image, engager des réflexions sur des thèmes clés, donc la production de contenu spécifique en amont, voilà, l'intervention d'experts filmés, etc. Donc ça lance les débats et ça engage des réflexions. Deux, c'est la participation d'experts locaux, donc qui vont justement amener une vision très locale des enjeux, un lien très concret au territoire. Donc ça donne du sens aux actions qu'on entreprend et ça raccroche tous ces sujets-là justement au territoire. Et trois, la clé de tout ça, c'est bien entendu la capacité à animer ces temps, à créer de l'engagement et à favoriser le dialogue, puisque l'idée justement de ces temps physiques, c'est de rencontrer les parties prenantes, de rencontrer les habitants, les élus, les socioprofessionnels, toutes les parties prenantes du territoire, et les faire dialoguer sur ces sujets, sur ces thématiques de transformation et de changement d'habitude. Et ça, c'était vraiment hyper riche. Et voilà, maintenant, il faut qu'on suive ça dans le temps. Mais bon, c'était une très, très belle expérience. Et on souhaite vraiment développer ce concept-là beaucoup plus largement. Voilà. J'en ai terminé pour mon sujet. Marlène, je pense que c'est à toi de prendre la main. Et on répondra aux questions à l'issue. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Vous voyez mon écran? Oui, du coup, Marlène, on te donne la parole pour témoigner effectivement de ce qu'on a pu faire ensemble. Et du coup, ton retour d'expérience va être précieux et illustrant. Parfait. Bonjour à tous. Donc, vous me confirmez que vous voyez bien mon écran, hein. Je ne sais pas si Romain, tu peux me faire un petit signe, un pouce en l'air pour me dire que c'est bien bon. Oui, Super, c'est merci. bon. Ouais, nickel, super. Bonjour à tous. Alors, je vais, comment dire, alors moi, être vraiment dans ce que j'aime, c'est-à-dire un peu les mains dans le cambouis, et de manière très opérationnelle, vous expliquer comment on a mis en œuvre ces premiers rendez-vous de la transition de manière hyper pragmatique. Et je vais vraiment parler en mon nom en tant que directrice d'office, mais aussi en tant que personne citoyenne, etc. Parce qu'en fait, c'est vraiment lié, c'est très... Le fait de passer à l'action ou pas, ou à l'inaction, c'est pas que lié à un métier, c'est aussi lié à ce qu'on est. En tout cas, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est que, en tout cas, autour de toutes les notions, comment dire, de durabilité, d'économie durable, comment dire, de préservation de l'environnement, etc., etc. En tout cas, de mon côté, pour moi, peut-être parce que j'ai un côté un peu scolaire, euh, j'ai pu parfois me dire, je vais pas faire du tout parce qu'en fait, je peux pas tout faire. Et donc, ma problématique à moi, c'est que j'avais envie de tout faire. Et à vouloir tout faire, je faisais rien parce que je ne pouvais pas tout faire parfaitement. Donc, moi, c'était un peu mon sujet et ma problématique un peu personnelle. Et du coup, l'idée, c'était de dire, bon, ok, j'accepte de ne pas tout faire. Par contre, je vais avoir plein d'opportunités parce qu'il y a plein d'interlocuteurs, dont Mountain Changemaker, dont Mountain Riders et d'autres que je vais vous présenter juste là. Et en fait, il y a plein de moments, d'occasions, d'opportunités d'agir. Et je vais saisir celles que je peux saisir au moment où je suis dispo pour le faire. Ça a été un petit peu ça mon idée. J'en ai mis quelques-unes ici. C'est peut-être, je ne sais pas exactement qui sont les gens qui sont là, s'il y a des gens plutôt on va dire, de territoire, etc., ou de différents organismes. En tout cas, moi, aujourd'hui, à la direction de l'Office de tourisme, ça fait 10 ans que j'occupe ces fonctions-là. J'ai une commune qui a signé la charte du parc de la Vanoise. J'ai effectivement saisi l'opportunité d'être dans les membres fondateurs de Mountain Changemaker en disant bah, j'y vais, quoi, je verrai bien, j'y vais. J'ai les remontées mécaniques, j'ai l'APTV. L'APTV, c'est l'Association de pays tarentaise-vanoise qui porte beaucoup de sujets autour de la mobilité. J'ai mis Flocon Vert à côté de Mountain Riders, excusez-moi, mais en tout cas, c'est la même entité, mais voilà, pour montrer qu'il y avait d'autres sujets. Et donc, toutes ces parties prenantes-là, et il y en a plein d'autres, je suis en lien plus ou moins étroit avec elles. Toutes ces entités, on va dire, me proposent, me challenge, m'invitent à des réunions, des actions, etc., etc. Et j'ai passé un petit peu de temps à me dire, en fait,
il y a trop de monde qui me demande trop de choses, je vais jamais pouvoir tout faire, du coup, bah, je fais rien. Voilà, c'était un peu ça, quoi, c'était un petit peu ça. Et j'ai changé ce truc-là. Donc voilà, j'ai totalement lâché l'idée d'être investie dans toutes les démarches. J'ai aussi lâché bah, que même dans celles dans lesquelles je suis investie, je peux peut-être pas toujours les suivre à 100%. Je donne un exemple très concret. Les problématiques de mobilité sont essentielles. Pour moi aujourd'hui, comment dire, l'entité qui est bien avancée, qui maîtrise bien sur sa Valentine Loquet, qu'on voit parfois dans des conférences, réunions à la PTV, voilà, comment dire, elle fait ça. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui est aussi une élue et qui suit vachement ces sujets-là avec sa double casquette. Et ben, j'ai accepté, moi, de ne pas y aller. Je les laisse faire. Je sais que ça existe. Je lis les comptes rendus, mais je vais pas aller partout. Je vais pas aller partout, je ne vais pas y arriver. Et à vouloir aller partout, en fait, juste, ça ne rentre pas. Voilà. Je ne cherche pas le plan parfait et je vais pas tout faire. Et donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai gagné, c'est saisir, et je dis bien saisir, il y a un côté très opportuniste, euh, saisir les moments favorables avec les bons partenaires. Je vais être très concrète dans 2 secondes. Reconnaître que les opportunités arrivent à des moments différents, accepter que les démarches se nourrissent mutuellement et comprendre que l'action vaut mieux que la perfection. Je vous donne des exemples tout bêtes. Ça, d'ailleurs, ça va me faire le lien très concret. Je pense que je l'ai mis juste après. Et pour bien faire le lien avec la Mountain Academy et les rendez-vous de la transition, très concrètement sur ce sujet-là précisément, comment ça s'est passé. Il se trouve que, de temps en temps, je discute avec Laurent Surbeck. Laurent Surbeck, c'est Romain qui vous l'a expliqué, il a réfléchi avec d'autres à monter Mountain Changemaker et ensuite à monter la Mountain Academy et ça vient de vous être expliqué. Il me passe un coup de fil, c'était juillet l'année dernière, allez, il y a 1 an, ouais, juillet, début août, un truc comme ça. Il me passe un coup de fil, il me dit on déjeune ensemble, bah, je dis ok, pourquoi pas. Il me parle de plein de choses, dont la Mountain Academy et dont les rendez-vous de la transition. Et il me dit, est-ce que tu es partante et c'est pour cet hiver? Et ça, en gros, on était en août ou en septembre. Je pense, un Romain, je ne vais pas être très loin c'est à peu près ça le timing. Euh, C'était un test, c'était pas tout à fait calé. Il y avait comment dire, des bonnes bases d'intention et de, comment dire, d'organisation théorique, mais ça n'avait jamais été fait. C'était pas dans le planning événementiel. Je n'avais pas parlé aux élus. J'avais pas forcément le budget vraiment pour le faire. Enfin, il y avait plein de raisons de ne pas faire, hein. Franchement, il y avait plein de super raisons de ne pas faire. Et c'est ce que j'ai tout à l'heure. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais à ce moment-là, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas le faire. Je crois peut-être pour un sujet d'orgueil, en vrai, en me disant j'ai bien envie d'être la première. Parfois, chacun ses ressorts hein, d'action. Moi, je me dis, putain, si les menhirs, en plus, on peut être les premiers. Petit coup de fierté. J'ai dit, bah, pourquoi pas, j'en parle aux élus. Donc, j'en parle aux élus. Et on était en période de début de campagne électorale. Et chez nous, et ça faisait une éternité que ce n'était pas le cas. Alors, il y a Laurence Rivaille, là, je vois qu'elle est connectée, je dirai un mot à son sujet juste après. En tout cas, chez nous, dans les belles villes, ça faisait une éternité qu'il n'y avait pas eu de liste. Donc, franchement, j'avais très envie de le faire et je me suis dit, mais je prends un risque de malade d'aller poser tous ces sujets de la transition en plein milieu d'une campagne électorale où deux listes commencent à s'affronter et ça à s'affronter un petit peu fort quand même, avec des thématiques dans la campagne qui étaient vraiment liées à tout ça. Bref, j'ai quand même présenté ça euh, en bureau de l'Office de tourisme. Euh, Dans le bureau, il y avait des gens des 2 listes. Et tout le monde m'a dit, bah, OK, on y va. On y va, Marlène, si tu pilotes. Évidemment, il ne faut pas que j'oublie de le citer, avec Maxime. Maxime, c'est le monsieur environnement à la mairie. Donc, il a été très précieux dans l'ensemble des échanges. Mais voilà, donc, j'entends quelqu'un qui parle, du coup, je suis perturbée. Vous m'entendez bien? Pardon. Donc, en tout cas, j'ai un feu vert des élus. Et en plus, comment dire, même si c'était un peu juste, je me suis dit que j'allais utiliser les fonds propres de l'Office de tourisme pour être test. Voilà. Donc, je me suis dit que le budget, entre guillemets, je le prenais pour le mettre en place. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment l'idée de saisir une opportunité. Et donc, bah, voilà, on a dû voter ça, enfin, valider ça en octobre. Et les rendez-vous de la transition ont eu lieu le 16 décembre. Voilà. Donc, gros pari parce qu'on ne se connaissait pas forcément, parce qu'il fallait. C'est ce qu'a expliqué Romain. L'idée quand même, c'était d'être très ancré sur le territoire avec des experts de l'extérieur, dont Stéphane Labranche qui était là aussi, mais aussi vraiment de faire participer des acteurs. Donc il fallait en 2 mois
trouver des ateliers, trouver des thématiques, trouver des acteurs du territoire, trouver des acteurs de pas du territoire, des regards un peu plus extérieurs, trouver des formats un peu sympas, monter la communication dessus pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde. Voilà, donc vous avez le programme sous les yeux. On a tenté, donc l'idée principale, c'était de dire, il peut y avoir des propriétaires de logements, il peut y avoir des élus, il peut y avoir des salariés, il peut y avoir des saisonniers, il peut y avoir quelques vacanciers, même si on était juste avant les vacances de Noël, il peut y avoir des habitants, et tous ont des casquettes différentes, ou voilà, plusieurs casquettes à différents moments. Et on a bien eu tous ces publics-là dans ces temps d'échange. Et puis on a testé des choses. Vous voyez, il y a des causeries Agora, on les a appelées comme ça ensemble. On en a fait une en plein milieu de la galerie marchande de Ménuire. Tout à l'heure, Romain avait choisi une de ces photos-là. On a essayé de mettre comment dire, de donner à voir. Donc, certains ateliers étaient dans des restaurants, dans des hôtels, en plein milieu de la galerie marchande, dans des salles plus conventionnelles de conférences. Et à chaque fois, ou souvent, il y avait un témoin expert local. Il y a Laurence que je disais tout à l'heure, Laurence Rivail qui est là avec nous. Laurence, elle s'occupe de tout l'espace propriétaire, donc de toutes les relations avec les propriétaires, donc tous les sujets autour des rénovations énergétiques, etc., etc. Voilà, elle a dit, OK, moi je joue le jeu à fond. Et donc, vous le voyez, le premier atelier de 8h à 8h45, là, du 16 décembre, café causerie à l'hôtel Alpine, la rénovation immobilière. C'est Laurence qui était à la manœuvre et qui pilotait un petit peu ça. Donc voilà concrètement ce que ça a donné. On pourra parler un peu des réussites ou pas, mais en tout cas, on a bien eu tous les profils différents cherchés. On aurait aimé qu'ils soient plus nombreux, c'est une évidence. Mais voilà, mais on a fait ça. Et puis, comment dire, le temps un peu fort, ou en tout cas qu'on avait imaginé comme ça, c'est la partie soirée des transitions. Et on avait, enfin, je vous livre, parce que si jamais vous voulez faire ce genre de choses, je vous livre un témoignage. On s'était dit, il faut trouver un sujet un peu sexy ou comment dire, qui peut cristalliser un petit peu éventuellement y compris des crispations. Donc, on avait choisi, vous voyez peut-être JOP 2030, quel héritage. Et ensuite, on avait un deuxième sujet sur l'été nouvel or blanc. Voilà, donc on a essayé de trouver aussi des thématiques portes d'entrée voilà, pour qu'il y ait un maximum de monde. Pour être encore plus concrète, sont intervenus des gens du parc de la Vanoise. C'était passionnant. Des gens des remontées mécaniques, des gens des pistes. Valentine Loquet de la PTV sur la mobilité est intervenue. Laurence, dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'espace propriétaire, est intervenue. Évidemment, des gens de Mountain Riders et de Mountain Changemakers. On a fait des fresques. Enfin, voilà, plein de choses très très différentes, des formats qui se voulaient souples, assez courts, c'est-à-dire qu'en gros c'était d'aller saler d'une demi-heure, trois quarts d'heure jusqu'à 2 heures sur la conférence, pour que ce soit aussi des formats à picorer, qui ne soient pas trop lourds, et, voilà, et que chacun puisse se dire, bah, moi en fait j'en fais qu'un et ça me prend qu'une demi-heure, quoi. Voilà, donc c'était un peu ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, les gens du territoire se sont rencontrés et ne savaient pas que ah oui, peut-être le parc, je ne savais pas qu'il faisait ça, et moi, je ne savais pas que les remontées mécaniques, elles faisaient ça, et moi, je ne savais pas que l'espace propriétaire, il faisait ça. Donc, ça a redonné aussi du lien, enfin, redonné, c'est pas que ça a redonné, plutôt de la connaissance de ce qui se fait sur notre propre territoire, de la fierté, et puis du coup, de la mise en réseau. Voilà, j'avais mis sur la slide d'après, vous le voyez ici. Voilà essentiellement comment ça s'est passé. J'essaye de voir, voilà. Peut-être, Marlène, il y a un mot que tu as affiché en gros là et qui transpire dans tes propos depuis tout à l'heure. C'est celui de la co-construction. Je pense que c'est important de préciser qu'il n'y a pas de baguette magique ou de recette miracle et qu'en fait, la réussite de cette Mountain Academy dans la vallée des Bellevilles, a vraiment eu lieu parce que nous avons co-construit ensemble. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment important, enfin, en tout cas, de souligner ça. Oui, et tu fais bien de le souligner parce que pareil, moi j'essaie d'être transparente sur ce qui s'est passé dans ma tête en fait, une fois que j'ai dit OK, go, on y va, que les élus ont validé et tout. À un moment, comment dire, j'ai même, à un moment, je me suis même dit OK, j'ai acheté un format tout prêt. En fait, c'est pas du tout ça, et heureusement que c'est pas du tout ça. Mais ça veut dire que, comment dire, alors déjà, je suis très contente qu'on a réussi, mais comment dire, on n'achète pas quelque chose de tout prêt à Mountain Riders et Mountain Changemakers. On co-construit avec eux, on réfléchit, on sollicite les acteurs,
On réfléchit aux thématiques qui ont du sens. Ensuite, il faut que les gens soient dispo. En plus, nous, on l'a fait on l'a fait juste en 2 mois quand même, donc c'était pas évident. Donc oui, c'est vraiment de la co-construction. Et finalement, moi, comment dire, tous les acteurs qu'on a sollicités, il me semble, en tout cas, c'est le cas chez moi, ils ont tous dit oui. Ils ont essayé de se libérer des créneaux, ils ont bougé des réunions pour pouvoir intervenir. Je pense par exemple au directeur d'exploitation des remontées mécaniques. Voilà, il avait d'autres choses, mais je lui ai dit, écoute, ce serait vraiment bien que tu viennes parler notamment de la partie énergie renouvelable, panneaux solaires sur les remontées mécaniques. Voilà, il a trouvé du temps pour ça. Donc ouais, tu as tout à fait raison. Euh, Chacun a vraiment mis sa pierre à l'édifice. Maxime à la mairie aussi. Les élus ont été présents, en fait, alors c'était aussi pour moi l'enjeu, le risque, le pari, c'était que de fait, ça a été aussi des temps, alors je vais utiliser le terme de sensibilisation, Camille, parce que sur des temps aussi courts, je pense que c'est le plus adapté, mais c'était des temps de sensibilisation aussi pour les élus, et certains, c'est pas certains, ils ont clairement picoré, ou ils ont alimenté leur programme électoral grâce à tous ces ateliers, et tant mieux. Et c'était aussi un des objectifs. Donc, euh, donc voilà pour comment ça s'est passé. Euh, voilà. Moi, je vous l'ai dit, le contexte était délicat parce que c'était une période préélectorale assez pas forcément évidente chez nous. Il fallait organiser tout en assez peu de temps. Tout le monde a participé. Et, et voilà. Et en fait, ce que je me disais tout à l'heure quand je t'écoutais, enfin, quand je vous écoutais tous les deux, j'essayais aussi de comprendre pourquoi parfois, en tout cas pour ma part, moi, il y a des sujets sur lesquels je n'agis pas. Et je me suis redit une chose, j'ai repensé, un truc très perso, mais je me suis souvenu, en fait, quand j'étais petite, j'habitais dans un village qui s'appelle Vérin-Sarvet, au-dessus d'Albertville. Peu importe, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Et je me souviens qu'il y avait une petite association qui avait été montée qui s'appelait Verte et accueillante Vérin-Sarvet. Et donc j'étais membre, je devais avoir 8 ans ou 6 ans de cette association-là. Et en fait, notre action avait été pour nous, les jeunes, de pyrograver des panneaux et de les peindre. Et au lieu de mettre des panneaux décharge interdite, des panneaux bien moches où c'est interdit rouge et en fait, du coup, tout le monde dépose. Bon, c'était il y a très longtemps. Et ben, en fait, nous, les jeunes membres de cet asso, on était en primaire, hein, on a pyrogravé des panneaux pour les faire super jolis, des panneaux en bois qu'on a déposés. Et en fait, je me suis dit ça, en fait, c'est un peu ça le message. Vous posez pas trop de questions. Si vous avez à un moment donné une opportunité, un interlocuteur et le temps à ce moment-là pour agir, eh ben faites-le. Faites-le et faites bien ce moment-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai saisi cette opportunité-là dans le cadre de la Mountain Academy. Vous voyez quelques illustrations ici. Alors, j'ai mis le ramassage des déchets, même si ce n'était pas dans ce cadre exactement là. Vous voyez des ateliers de fresques. Et dans les visages, hein, qu'on voit ou pas, il y avait des hôteliers, des hébergeurs, des restaurateurs, des propriétaires, des élus, des salariés de mon équipe, etc., etc. Voilà un petit peu rapidement, en tout cas, comment, sur cet exemple concret d'opportunité, je l'ai saisi. Après, je répondrai à vos questions s'il y en a des encore plus pragmatiques. Super, merci beaucoup Marlène. Merci Romain également. Je t'ai pas remercié pour ton témoignage. Avant qu'on passe aux questions, j'aimerais donner la parole à notre dernier intervenant, Stéphane Labranche. Stéphane, est-ce que tu es avec nous? Vous voyez, c'est bon? Oui, super. On te voit, on t'entend. Est-ce que, avant même que je te pose des questions, tu pourrais nous partager déjà ta réaction au regard des différents témoignages qu'on a eus sur ce sujet du passage du triangle de l'inaction à celui de l'action? Ah, oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une espèce de gap, un petit peu un fossé entre le triangle de l'inaction qui est, ben, toi, je renvoie la balle, je renvoie la balle, je renvoie la balle. Et pour moi, il n'est pas là, le triangle de l'inaction. Le triangle de l'inaction, et pourquoi on se renvoie la balle et pourquoi on ne se renvoie pas la balle? Plutôt là, en fait. Et là, la manière dont vous avez eu de raconter vos trucs, en fait, Marlène et Romain, c'est la même chose. Vous êtes passionnés, ça vous donne envie, vous avez du fun et vous partagez votre fun et ça fonctionne.
D'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien si Changemakers, Mountain Changemakers vient me voir aussi, c'est parce que dans ma manière de parler de tout ça, c'est plutôt drôle, c'est pas catastrophiste, on n'a pas envie de se suicider quand j'ai fini de parler. Donc, dans ce triangle de l'inaction, je trouve qu'il manque en fait ce qui fait qu'on se rejette la patate plutôt que de dire, hey, on partage la patate, puis on met un peu de beurre et si vous êtes américain, du bacon dessus aussi le matin. Voilà. Donc, pour moi, ça me pose un peu problème, ce triangle de l'inaction. C'est un triangle de l'argumentation, mais de l'inaction en soi, je ne suis pas sûr. Et vos exemples montrent que je pense que j'ai plutôt raison dans ma manière d'interpréter les choses. Voilà, mais j'y reviendrai probablement quand j'en parlerai parce qu'il y a un autre truc qui m'a titillé dans la manière de présenter le triangle de l'inaction, mais j'y reviendrai. Donc, on peut démarrer. Ok. Euh, ben, peut-être après, je te laisserai nous partager tout ce que toi, il te semble bon là à identifier et à partager aux participants. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué dans le témoignage de Marlène euh, et qui m'amène à cette question. Mais Marlène, tu y as en partie répondu, hein, mais c'est comment faire quand en fait on veut tout faire et tout faire en même temps. Dans les étapes du changement, bah voilà, il y a des étapes. Et on sait que le vouloir tout faire peut mener aussi à des actions contre-productives. Donc, quel est ton regard, toi, là-dessus? Il y a un truc qui émerge sur ce type de témoignage, mais ça fait partie de la communication. Je vous explique un petit truc. Je vais commencer par là. Il y a un des chapitres du rapport de GIECO qui montre à quel point la communication n'est pas basée sur le contenu de ce qui est communiqué. Moi, je dirais, grosso modo, les trois quarts de ce qui est communiqué ne dépend pas du contenu dans la manière dont c'est reçu par la personne qui écoute. OK? Ce qui est reçu et ce qui fait qu'un message est entendu ou qu'il est considéré comme étant utile, pertinent, légitime et tout ça, dépend de la manière dont il est communiqué et qui le communique. Je donne un exemple très simple. Même dans les grandes enquêtes, on demande aux gens, selon vous, qui est le plus légitime pour parler de changement climatique? Les scientifiques arrivent en premier. OK, même question, mais avec juste une petite différence. Selon vous, qui est légitime pour parler des changements à faire dans la société pour combattre le changement climatique? Et là, c'est plus pareil. C'est-à-dire que quand les gens écoutent quelqu'un du GIEC leur dire voici comment le climat fonctionne, et ensuite cette personne du GIEC dit devenez végétarien, il est légitime sur la première partie de la phrase et complètement côté de la plaque sur la deuxième, selon les personnes qui écoutent. Et donc, en fait, là, quand c'est une communication, quand elle est légitime, c'est parce qu'elle est perçue comme étant légitime par ceux qui écoutent, c'est parce que ça provient de gens avec qui on bosse ou avec en qui on a confiance. Je donne un autre exemple. On a fait une étude sur des écoquartiers, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui fonctionnait ou qu'est-ce qui ne fonctionnait pas au moment de la conception, de la construction des écoquartiers. Et donc, on s'est retrouvé avec la scène suivante. On avait le maître d'œuvre ou l'architecte qui venait dire aux équipes de BTP, électricité, plomberie, etc. Ah non, punaise, arrêtez de faire vos conneries, ça va créer un pont thermique. Là, nous, on essaie de faire quelque chose de vraiment poussé. Donc, vous allez me réduire ça, vous allez me réduire ça. Et donc, réaction générale de l'équipe de BTP, va te faire voir. Et donc, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat à Grenoble qui a décidé que ce n'est peut-être pas une bonne manière de faire ça. On va peut-être passer par une autre manière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Simplement, ils sont allés chercher un plombier qui connaissait déjà les nouvelles méthodes de travail et qui ont dit, ben, c'est pas compliqué. Ton trou, plutôt que faire un trou de 25, tu prends une douille de 12, tu fais passer ton tuyau, tu mets un peu d'isolation autour, tu fermes et il n'y a plus de pont thermique. Ah ouais, OK. C'est exactement la même technique qui était proposée par les gens, l'architecture, ou etc. Mais l'origine de la communication et du message faisait que ça ne passait pas.
Même chose, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un de l'agence d'un institut d'agronomie nationale dire à des paysans comment faire leur production agricole. Ça ne marche pas. Il faut que ce soit un autre producteur agricole qui le fait. Et donc, là, ce que j'entends, moi, dans une partie de ce que Marlène dit, c'est que quand on commence à parler de ce qu'on sait de manière expérientielle et personnelle, c'est super convaincant, avec des différences culturelles. Les Français sont toujours choqués quand un Américain arrive de haut statut, directeur de la NASA ou je ne sais pas trop, et qui commence à parler de choses personnelles en entrée. Parce que pour les Français, ça c'est la dimension culturelle, c'est « Oh, pourquoi il est personnel? Il est venu nous parler science. » Alors que pour un Américain, si vous croyez dans ce que vous dites, même quand c'est scientifique, vous êtes encore plus crédible. Je pense que quand on n'est pas dans un mode scientifique et qu'on est dans un mode de plus opérationnel et faire des choses, ce type de témoignage, cette manière de parler, de dire, écoute, on a essayé des trucs, et non, j'en peux plus, il faut que j'en fasse moins, etc. En fait, tout le monde se reconnaît. Et ça veut dire que là, en face de moi, j'ai une vraie personne, une vraie humaine qui ne me dit pas des trucs qu'elle n'est pas capable de faire et qui ne me dit pas, moi, ce que je devrais faire alors qu'elle ne le fait pas non plus. Et ça change tout sur la manière dont c'est reçu et dont la perception de la légitimité. On pense toujours que la légitimité, c'est très objectif. C'est complètement faux. Ça réside complètement dans les oreilles de celui qui écoute. Donc, c'est comme ça que je réagirais à ça. Et pour finir, peut-être un autre truc un peu personnel ici, c'est en partie, je pense, pour ça, que quand je fais des conférences, je parle de nous tous, de bien des façons. Et oui, il y a une partie de authenticité et légitimité qui est reliée absolument dans la manière subjective de faire ça, absolument, oui. C'est qu'en fait, je raconte des histoires qui renvoient à la vie personnelle et professionnelle de gens qui l'ont vécu. Et ça veut dire que les gens peuvent connecter, ils peuvent s'identifier et se reconnaître. Et ça, c'est complètement autre chose. Super, merci Stéphane pour cet éclairage. Moi, j'ai un peu envie de te poser la grosse question. Je sais pas qui tue, qui fâche. Mais on a parlé, puis il y a eu des réactions dans le chat sur la place des enfants quand j'ai effectivement introduit le triangle. Nous, on passe une bonne partie de notre quotidien, effectivement, et comme bon nombre d'acteurs de l'éducation populaire, à essayer en tout cas de faire grandir nos jeunes et de faire le constat que quelque part en face, du côté des pouvoirs publics, soit ça avance pas assez vite, soit ça avance pas du tout, soit ça avance pas dans la bonne direction, soit ça va dans le bon sens, mais qu'en tout cas, on est quand même rarement sur des gros alignements de planètes. Et pourtant, 25 ans après, on est encore là et on y croit. Et parfois, moi, je me dis, mais comment c'est possible? Quelle réponse tu as à ça? J'imagine qu'elle est Il y a complexe. plusieurs éléments de réponse, de questions, en fait, dans ta question, de plusieurs. La première, c'est pas le rôle des enfants, mais pourquoi cibler les enfants dans les efforts à sensibiliser, accompagner, etc., etc. Il y a un danger, un risque, et ça, il y a de plus en plus de jeunes qui le disent. Vous êtes en train de nous foutre la responsabilité de sauver la planète que vous êtes en train de bousiller. Il y a quand même un problème parce qu'ils n'ont pas tort dans un premier temps. Mais il y a une différence entre sensibiliser et responsabiliser. On ne peut pas responsabiliser un gamin de 8 ans, il faut arrêter. En revanche, il y a un truc qui se passe au sein des entreprises en France, de beaucoup d'entreprises, c'est qu'il y a plusieurs motivations pour lesquelles les chefs d'entreprise vont commencer à mettre en œuvre des pratiques de transition au sein de l'entreprise. La première, c'est qu'ils y croient. Déjà, il y en a, ça existe. La deuxième, pour des raisons de marché, de positionnement, etc. La troisième aussi, pas dans l'ordre d'importance, c'est le bien-être des employés, des salariés. Ils ont envie que les salariés aient le sourire en arrivant, c'est une citation, le matin, etc. Mais il y a une des
une des raisons qui émergent fortement, c'est que les dirigeants dans la quarantaine, un peu plus jeunes que moi, l'âge de Romain, qui ont des enfants entre 12 et 18 ans, et qui là se retrouve, le pauvre dirigeant, avec des discussions en table hyper lourdingues sur le fait que papa et son entreprise sont en train de bousiller la planète qu'ils vont hériter. Et des fois, ben, ça fait tilt dans la tête de papa qui se dit, ils n'ont pas tort, même s'ils sont chiants. Je fais quoi? Et ça, c'est quelque chose qui émerge très fortement depuis 5-6 ans, comme une des motivations. Ce n'est pas un intérêt en soi pour l'environnement. Ils se disent, oui, OK, c'est vrai, il y a un problème, mais en fait, c'est l'amour qu'ils ont pour leur enfant. Et donc, ça, c'est un premier élément, je pense. Mais c'est vrai que s'attaquer aux enfants maintenant en leur disant fais attention ici parce que tu es le futur leader de demain, non, dans 18 ans, on aura bousillé la planète si on attend que la prochaine génération fait quelque chose. Donc, il faut arrêter des conneries. Les gens de mon âge, et entre 30 et années, je ne dirais pas votre âge, hein, mon âge, on a encore la capacité d'agir. Et puis, on est dans des positions de force et de relations de pouvoir et de capacité d'influence. On a toute notre expérience de vie et de communication qui fait qu'on peut être vachement plus efficace pour faire ça que les jeunes. Donc, ouais, OK pour la sensibilisation, pour aider au changement, mais attention quand même, nous sommes responsables, et les générations précédentes le sont, mais on est la dernière génération on ne peut plus dire notre génération, bon, on attend la prochaine. Là, c'est terminé, ça. Donc, ben, c'est à nous de le faire. Moi, en tout cas, là-dessus, je suis assez critique parfois de la manière dont c'est amené, donc il faut juste faire attention. En revanche, je suis aussi critique de la manière dont c'est absolument pas assez amené à l'école. Et quand c'est amené par une page de SVT une fois tous les 2 mois sur le climat ou je ne sais pas trop quoi, la biodiversité, là, franchement, il y a un problème. Ok, super, merci. La question était un petit peu, Loaded. était un petit peu, ouais, en tout cas complexe, mais en tout cas, ça résonne quand même fort avec notre approche Think Riders parce qu'effectivement, aujourd'hui, on mène des actions à la fois de formation, d'accompagnement des élus pour faire bouger les lignes et aussi nouvellement de plaidoyer parce qu'effectivement, en gros, un enfant éduqué, un élu, je sais pas, on pourrait avoir un nouveau slogan d'ailleurs, un élu transformé. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment ça l'idée euh, qu'on voulait vous partager aujourd'hui. On va ouvrir les discussions, mais peut-être avant, moi, j'ai encore une question. Je regarde Mélène, on est bien. Ouais, je voudrais Euh, rajouter un truc super important sur le triangle de oui, l'inaction. oui. Ben, je te Je pose ma peux? question OK. et... Je vois si je Non, peux pas mais faire le lien. ben, vas-y, à toi. Le triangle de l'inaction est basé sur le fait que si j'agis, je suis satisfait avec moi-même et ça devient communicant. C'est vrai, aucun problème là-dessus. Donc, je n'ai pas un problème avec ce postulat de base. Mais le problème, c'est une partie, c'est ce qu'on appelle en fait fonctionner par motivation intrinsèque. Donc, moi, Stéphane Avron, je vous parle de moi. Quand j'ai été nominé pour travailler sur le 5e rapport du GIEC, je me suis retrouvé à faire 17 voyages en avion en moins d'1 an et demi. On parlait de changement climatique, ça la foutait mal quand même un peu. Okay? Mais moi, ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est moi-même. C'est-à-dire que j'aime pas qu'il y ait une grosse différence entre mes valeurs, mes principes, etc., et mes actions. J'ai toujours été comme ça, c'est un fonctionnement. Ce n'est pas une qualité, c'est un fonctionnement. Et des fois, c'est un fonctionnement qui est bien lourd et bien fatigant aussi, hein, pour revenir au ton de Marlène tout à l'heure et pour être complètement candide. Des fois, je peux être fatiguant avec moi-même. Mais il y a une partie de la population, à peu près égale, hein, c'est moi, qui fonctionne par motivation extrinsèque. C'est-à-dire qu'on a une motivation extrinsèque, j'ai besoin d'un signal, d'une information, d'une donnée, d'une récompense qui provient de l'extérieur, non pas de moi-même, qui fait que, en fait, mon comportement que je tente de changer est renforcé. Et là, le triangle de l'inaction, il est fortement et presque seulement basé sur la motivation intrinsèque. Et attention, moi, je suis convaincu que
les gens qui sont intéressés par l'environnement sont des gens qui fonctionnent surtout par motivation intrinsèque parce que sinon on se décourage trop vite. Il n'y a pas de résultat vraiment évident. Malgré 25 ans d'efforts, tu sais, Camille, tu te demandes pourquoi tu es encore là parfois. Ben, motivation intrinsèque, parce que la motivation extrinsèque, tu seras parti il y a longtemps. Donc, il faut comprendre que quand on essaie de faire de la transition écologique, il faut trouver en fait des motivations extrinsèques, extérieures, qui en fait renforcent ce comportement et on ne pas se limiter à la motivation intrinsèque. Ça, pour moi, c'est super important avec des petites récompenses, avec des trucs drôles, avec du symbolique, un panier, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, et montrer aussi que les efforts qu'on fait, ça va quand même dans le bon sens, même si ça ne résout pas tout le problème. Ok, ben, je te partage ma dernière question inspirée du dernier témoignage de Marlène. Quand tu nous as évoqué, Marlène, ton action en tant que jeune dans ta vallée, dans ton village savoyard. Moi, ça m'a amené à la question des nudges et je sais que Stéphane, tu as un petit peu travaillé là-dessus. Euh, donc, les nudges qu'on pourrait traduire par le petit coup de pouce qui permet de soutenir un comportement en transformation. Euh, j'ai l'impression que c'était un peu l'ère des années 2010. J'ai l'impression aussi, et ce n'est qu'une impression, que c'est une stratégie qui aujourd'hui est un peu abandonnée. Quel est ton avis, toi? Parce que ça a été même des politiques, est-ce qu'elles sont encore suffisantes? Est-ce que toi aussi tu fais cette observation-là? Voilà, quel est ton regard là-dessus? Euh, je vais mettre je remets une photo que j'ai mise tout à l'heure dans le chat. Euh, Deux choses. Le nudge, comme l'acceptabilité sociale et autres termes, ont toujours des petites vagues de mode. C'était à la mode pendant un bout de temps. Là, on en parle moins, c'est moins la mode pour plusieurs raisons. Il y a une partie des nudges qui sont passés dans ce qu'on fait couramment, parce qu'on sait que ça fonctionne. Mais on a pensé à un moment donné qu'on pourrait presque arriver à une redirection écologique de la société grâce au nudge. Il ne faut pas exagérer non plus. Il y a des trucs fondamentaux qui existent qui font que le nudge ne marche pas. Mais il y a aussi la science qui est arrivée à dire, attention, le nudge peut fonctionner, mais ça ne semble pas avoir un gros effet sur les valeurs fondamentales. Et si on enlève le nudge, le comportement revient à ce qu'il était avant. Ceci étant dit, pour moi, le nudge, c'est un exemple parmi d'autres de ce qu'on peut appeler l'architecture de choix. Je vis dans un cadre dans lequel j'ai des choix à faire. Et là, le nudge peut m'amener à faire un choix plutôt que l'autre. Mais si dans ce cadre, j'ai que des choix basés sur les énergies carbonées, dans cette architecture de choix, ben le nudge va m'amener plus ou moins à plus ou moins carboné. Si dans mon architecture de choix, j'ai des choix carbonés et des choix biologiques, écologiques, transition, et que mon nudge m'amène à faire ces choix-là vers le bio et la transition, je vais être encouragé à faire plutôt ces choix. L'idée, pour moi, idéalement, c'est d'avoir une architecture de choix dans laquelle le nombre d'options produits, services, attitudes, valeurs, représentations carbonées diminue et le nombre de tout ça éco-compatible augmente. Pour que finalement, dans une vingtaine d'années, on se retrouve avec, oui, on va avoir différents types de carottes, oui, on va avoir encore des chocolats et du café, mais ils vont tous être franchement plus compatibles avec les limites planétaires. Donc, on va toujours avoir de la pub qui va nous dire achetez ce café-là plutôt que celui-là, mais les deux seront bio. Parce qu'il n'y a rien d'autre, en fait. Donc, les nudges ont un effet jusqu'à un certain point. La raison pour laquelle j'ai mis cette photo, c'est que, en fait, ça, c'est à côté d'une église, à côté du parc Saint-Bruno à Grenoble. Et en fait, c'est les boîtes postales d'une maison. Et c'est un peu en retrait de la rue. Et donc, les enfants qui vivent là et qui vivent dans le jardin derrière se retrouvaient avec de l'odeur d'urine tout le temps parce qu'il y a pas mal de bars, puis que voilà. Et donc, la ville avait mis des pancartes et des affiches pour dire de ne pas faire pipi, etc. Et bien entendu, c'était volontairement ignoré ou inconsciemment ignoré par ceux qui faisaient pipi sur le coin. Et donc, l'idée avec le nudge, c'est que ça a beaucoup mieux fonctionné. Là, c'est des enfants. Là, ça renvoie à des éléments psychologiques qui ne sont pas de l'ordre de la résistance face à l'autorité publique. C'est, ah, punaise, ouais, c'est con. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui le font.
mais ça a beaucoup diminué en fait. Donc, l'origine du nudge, si la ville avait fait pareil, ça n'aura pas fonctionné. Mais parce que ce sont des enfants avec des dessins d'enfants et une écriture d'enfants, eh bien, ça marche mieux. Donc, ça fait le point aussi sur l'origine du message, quoi. Il n'est pas reçu de la même manière, même si, en termes de contenu, c'est le même. Faites pas pipi sur mon mur. Super, très clair. Merci pour cet exemple, Stéphane. On a pas mal de questions dans le chat. On va ouvrir une question notamment de Jean-Loup sur la légitimité de l'émetteur versus biais de réciprocité. Que fait pour moi l'autorité régulatrice qui me demande de changer de comportement? On entend souvent cela dans les parcs. Que fait le parc pour moi? Et c'est un frein au changement. Oui, ma manière de répondre à ça, encore une fois, c'est de faire une comparaison culturelle. Dans les pays latins et francophones, on attend de l'État qu'il fasse beaucoup plus pour notre vie quotidienne, incluant pour l'environnement. Quand vous posez la question dans les grandes enquêtes en Europe sur, selon vous, quel est l'acteur principal qui doit mener les actions en matière d'environnement, quelle est la responsabilité principale, plus on est dans le monde latin, plus c'est l'État. Plus on est dans le monde anglo-saxon, plus les anglo-saxons disent non, c'est à l'individu à mener la danse sur ces questions-là. Et donc là, sur la réciprocité, on a une relation très différente. Un anglo-saxon doit être très individualiste, et j'ai vécu dans le monde anglo-saxon pendant longtemps, il ne laissera pas ses crottes de chien par terre dans un parc parce qu'il ne voudra pas que les autres le fassent. Alors que la question qui est posée en France, c'est qu'est-ce que fait l'État pour empêcher les gens de laisser leurs chiens faire leur truc? Et donc, ça induit pas les mêmes relations, en fait, de communication entre l'État et les gens, ni les mêmes attentes. Et ce qui apparaît très clairement dans toutes les études auxquelles j'ai participé, c'est que quand une autorité régulatrice commence à mettre des contraintes sur la voiture, sur des repas, commence à faire des obligations pour aller dans un certain sens, la première réaction des populations, c'est est-ce que vous le faites, vous? Ça, c'est la première étape. Et donc là, c'est la question de l'exemplarité qui émerge. C'est la question de dire, ben, si je vous demande de le faire, c'est bien parce qu'il faut que je le fasse aussi en premier. Ça montre que c'est possible. Mais c'est plus que ça montre que moi, en tant qu'autorité régulatrice, je fais aussi des efforts et je vous demande d'en faire. On ne peut pas demander à la population d'en faire en premier. Ça ne marche pas dans les pays latins. Et il y a quelque chose de réciprocité là qui est très, très fort et qui est très important aussi. Et donc, on renvoie à la fois à la légitimité du discours. Vous ne pouvez pas croire un mec en train de manger un bon gros barbecue bien carné quand il vous dit devenez végétarien. Oui, clairement. Donc la question de l'exemplarité, et puis dans ce que tu dis, c'est aussi l'empreinte culturelle qui est hyper, qui influence énormément. Je vous propose, dans le temps qui nous reste, pour celles qui le souhaitent, d'ouvrir les micros et de pouvoir adresser vos questions directement à Romain, Marlène ou Stéphane. Voilà, alors peut-être pas tous en même temps, vous êtes nombreux, mais allons-y, parole libre. Delphine, lève la main. Ouais, c'est une bonne idée de lever la main, merci. Bonjour, merci pour ces échanges. Alors, je venais vers Marlène. C'était une expérience partagée très intéressante. Ça a résonné beaucoup avec tout ce qui se passe dans les pays anglo-saxons où il y a un contexte, une opportunité, on suit son intuition et ça va vers l'action. Et ça, c'est un truc très présent dans les pays anglo-saxons. Donc, je trouve ça trop top. Donc, félicitations pour ça. Et la question que j'ai pour vous, c'est dans un contexte français francophone, quel levier argumentaire a permis d'unir deux parties opposées pour la réussite de cet événement aussi rapidement? Quel retour sur investissement ont-ils pu voir
pour qu'ils puissent se mettre en action aussi rapidement, en fait, selon vous? Alors, avant de pouvoir répondre, il faut que je comprenne bien la question. J'ai pas compris ce que tu as identifié comme les partis opposés. J'ai pas compris dans ta question cette partie-là. Alors, si j'ai bien compris dans le contexte, c'était... Ah oui, d'accord, c'est sur les situation élections. Ouais, voilà. Oui. Encore une fois, comment dire, là, je vous ai livré un point de vue très personnel. Il se trouve que le contexte chez nous était particulier, puisque depuis au moins 25 ans, enfin, Laurence peut me corriger si je dis une bêtise, il n'y avait jamais eu de liste pour les élections municipales chez nous. Moi, ça fait 20 ans que j'habite ici. Depuis 20 ans, je n'avais pas connu de liste. Et comment dire, ces deux listes politiques, comment dire, ne s'opposaient peut-être pas tant sur les sujets apportés que sur les méthodes et surtout les relations qu'ils avaient créées entre eux. Parce que, comment dire, pour être très clair sur le contexte, nous, la première adjointe au maire a monté la liste d'opposition. Je vais le dire comme ça parce que c'est le vrai contexte. Je n'ai pas de jugement du tout là-dessus. Du coup, ça veut juste dire que c'était, en tout cas, moi, je craignais que ce soit très tendu et vraiment, je me sentais, comment dire, pas totalement sereine et parfois pas légitime pour aller, comment dire, bah ouais, c'est pas jeter le pavé dans la mare, mais en tout cas, voilà, aller proposer des tas d'ateliers dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais en tout cas, dans les ateliers, il y a eu des membres des deux listes. Pour moi, de ce qu'ils m'ont dit, ils sont venus pour se nourrir. Il y a d'ailleurs, je pense à notamment une personne, parce qu'elle est devenue voilà, présidente de la commission tourisme. Elle ne connaissait pas les fresques du climat et de la montagne, elle ne les connaissait pas du tout. Elle s'engageait dans dans un projet politique. Et en fait, alors ça, c'est très satisfaisant pour moi, c'est-à-dire que un peu grâce au rendez-vous de la transition, ça a permis de nourrir son ambition personnelle et le projet politique de la liste, quoi. Mais les deux équipes se sont nourries de la même manière, parallèlement. Et encore une fois, il faut bien remettre les choses à leur place. Les sujets chez nous, dans les belles villes, tous les sujets autour de la transition, et notamment autour de la mobilité, de l'habitabilité, de la préservation de l'environnement, de retombées économiques juste sur le territoire du tourisme, etc., etc., ça a vraiment été le socle des deux programmes. Vraiment des deux programmes. S'il n'y avait pas eu les rendez-vous de la transition, je pense que ça aurait été évidemment les mêmes sujets. Simplement, ça les a nourris d'exemples plus concrets. Ils se sont aussi chacun appropriés des actions du territoire dont ils n'avaient pas connaissance. Donc, ça leur a donné de la connaissance de ce qui se faisait sur le territoire, de la connaissance des acteurs qui menaient les actions, de la fierté, et puis de l'envie d'aller plus loin, et puis de la légitimité. Ça les a aussi assis un petit peu sur certains sujets, comme voilà, pour les donner plus de légitimité. Donc, en tout cas, les rendez-vous de la transition pour cette partie des élus a bien rempli l'objectif de les nourrir, j'allais dire tranquillement. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je ne sais pas si Romain a un autre regard ou Camille, comment dire, je n'ai pas du tout perçu de parti pris politique. Les deux listes qui de toute façon étaient là n'ont pas d'étiquette politique du tout. Donc, ce n'était pas le sujet. C'était des thématiques qui leur parlaient pour les habitants du territoire, pour l'avenir du territoire. Et ça les a nourris, c'est-à-dire assez sereinement, finalement, l'opération, l'action, voilà, des rendez-vous de la transition Mountain Academy, finalement, a été neutre politiquement, dans le sens pas politisé du tout. Ce n'est pas le sujet. Très pragmatique, très pragmatique. Très, très technique, très pragmatique, très pédagogique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Peut-être pas. Je vais juste compléter le propos deux secondes sur ces enjeux politiques parce que c'est intéressant. La Mountain Academy, il y a eu cette expérience au Menuire, mais on en a eu d'autres sur d'autres territoires. Et à chaque fois, en fait, on avait surtout sur ces périodes-là, d'ailleurs, hein, préélectorales, on avait des élus locaux qui étaient dans la salle, parmi les citoyens, tous les gens qui participaient. Et ce concept d'avoir justement un tiers de confiance, une entité qui est là pour animer, mais qui est extérieure à l'organisation finalement du territoire, ça crée aussi un espace de dialogue, un espace de débat. Et la présence d'experts locaux qui amènent aussi une vision un peu plus globale des enjeux dédramatise les sujets et ça permet d'aller aussi dans
dans certaines oppositions, certaines confrontations d'idées, mais on reste dans du dialogue et c'était vraiment très riche pour ça. Et en effet, sur Lumière, on a bien vu qu'il y avait des engagements politiques, des lignes directrices qui n'étaient pas les mêmes, mais en tout cas, les sujets ont été abordés et débattus. Ça, c'était vraiment intéressant. Et peut-être, comment dire, c'est pas un complément de réponse, mais je réagis aussi à ce qu'a dit Camille tout à l'heure sur 25 ans, et j'y crois encore, mais je ne sais pas pourquoi j'y crois encore. Quand même, en tout cas, moi, mon regard là-dessus, c'est que, enfin, je veux dire, nous, la commune des Belleville, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est Saint-Martin, les Menhirs, Val Thorens. En gros, on est une machine à pognon, quoi, en vrai. En vrai, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on est la première destination touristique de ski au monde avec ces 3 stations. Franchement, il y a 6 ans, allez, ouais, il y a 6, 7 ans, même pas. Euh, on n'osait pas trop quand même parler de ça, de tous ces sujets-là. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. On était sur mais nous on est tranquille, mais nous emmerde pas avec ça. Enfin, c'était quand même ça, il n'y a pas si longtemps dans les échanges entre chefs de service ici dans la vallée. Ils nous ont kikiné ces écolos. Enfin, c'était quand même un peu ça il n'y a pas longtemps, hein. Donc je vais plutôt donner, enfin, comment dire, c'est pas aller dans l'opposition avec Camille, mais que de changements quand même grâce à toutes les actions menées par plein d'entités différentes. On est passé de casse-nous pas les pieds à c'est le cœur du sujet et des programmes politiques. En vrai, hein. Donc, Stéphane dit que ça va pas assez vite, qu'on ait une génération peut-être pas assez encore responsable, impliquée, etc. Bon, moi, je vois aussi, en tout cas de là où je suis, que ce qui était tabou ou chiant est devenu totalement approprié et évident. On n'est pas chez les bisounours, mais quand même. Bon, je trouve que ça a changé fort. Alors, on, on va passer la parole à Pierre-Alexis qui l'a demandé depuis un petit moment. Et il y a d'autres questions aussi, donc je vous invite à être concis. Merci. Moi, je suis un repenti parce que il y en a peut-être qui m'ont vu à la Compagnie des Alpes, en fait, où j'étais en charge de l'audit interne. Et je connais bien les écosystèmes, bien sûr. Moi, je trouve qu'en montagne, on est quand même plutôt pas mal par rapport ailleurs. On va pas battre notre coulpe. Bien sûr, on peut mieux faire, mais bon, euh, ça nécessiterait tellement de changements de paradigme. Mais donc ça, on pourra en parler à l'occasion avec grand plaisir. Moi, ce que j'ai fait depuis 2 ans, en fait, c'est que c'était dans ce que j'avais mis dans le texte et dans la question, c'est que je me suis dit, c'est tellement difficile d'avancer de façon positive. On est en plein backlash, notamment pour des raisons géopolitiques, hein. On est plus en train de parler de la guerre que de parler de paix économique, hein. Pour ceux qui ont suivi la chère paix économique, par exemple, la GEM, elle a sauté. Enfin bon, et puis il y avait des milliards d'exemples comme ça. Et moi, je me suis dit, en fait, il faudrait presque passer par derrière. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur un modèle, en l'occurrence, là, c'est sur la santé organisationnelle. Je suis en train d'utiliser dans le privé, et puis ben, pas plus tard qu'hier en mairie. Et je me dis, en fait, c'est peut-être pas mal de montrer qu'on peut avancer, mais sans toujours forcément dire, ben voilà quel est notre but. C'est-à-dire de prendre un petit peu les acteurs. Pour ceux qui sont motivés et positifs, c'est nickel, on peut y aller. Mais prendre ceux qui sont réticents, voire ceux qui sont des opposants, les embarquer quand même, mais en fait sans leur dire. Qu'est-ce que vous pensez de ce truc un petit peu tricky? Et moi, ça me fait penser à Antonio Gramsci qui dit bah, la meilleure façon pour faire changer un système, plutôt que de lui résister de l'extérieur, c'est de s'introduire dans le système, en fait, et de le faire changer de l'intérieur. Voilà l'idée, la proposition ou la question. Merci. Merci pour ton témoignage. Je sens que Stéphane a envie de répondre, non? Ou pas? Oui, je peux bien. En fait, cette question-là de changer de l'intérieur et de l'extérieur, c'est des questions que les grosses associations environnementales se sont posées à partir des années 90 environ, quand ils ont commencé à devenir, j'utilise le mot plus cyniquement, des multinationales quand même, hein. Et là, on a eu deux choix, des stratégies différentes. Soit on reste à l'extérieur parce que ça nous donne une plus grande marge de manœuvre, parce qu'on peut se positionner comme étant plus critique aussi souvent. Et la deuxième, c'est de dire, ouais, mais en fait, pragmatiquement parlant,
mieux vaut influencer les plus gros pollueurs pour qu'ils fassent mieux que des petits pollueurs qui sont d'accord avec nous et qu'on n'a pas besoin d'influencer tant que ça. Euh, et donc là-dessus, tu vois, moi, je te dirais, d'un point de vue sociologique, il faut les deux. Il faut avoir la place pour des critiques acerbes, dures, ça fait partie d'une société, parce que ça peut faire bouger. Mais effectivement, il y a un moment donné aussi, à force de faire des critiques, les gens se replient sur eux-mêmes et passent en mode contre-attaque. Et là, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Mm. Peut-être même, du coup, Stéphane, pour aller dans ce sens-là, moi, j'ajouterais aussi il y a besoin des deux, l'intérieur, l'extérieur, mais il y a aussi la membrane qui permet aussi aux Aux deux de deux, oui. communiquer. En fait, il y a ce troisième espace qui, aujourd'hui, et nous, on le voit sur les territoires de montagne, qui est hyper important. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, alors je parle beaucoup de Mountain Riders et de ce qu'on fait aussi avec Mountain Chain Baker, mais c'est vraiment ces espaces-là qu'on essaie d'habiter, dans lequel il y a finalement personne aujourd'hui qui fait du lien en fait et qui crée des espaces de dialogue entre ces mondes. Parce que la réalité, je crois que c'est qu'il n'y a pas l'intérieur ou l'extérieur qui a tort ou raison, il y a un vrai enjeu de créer de la porosité entre les deux. On a une question de Pierre qui a son micro qui ne marche pas sur le lien élu-citoyen des actions d'éducation politique. Sont-elles menées pour faire comprendre les impacts concrets des choix politiques? Réponse courte, oui. En tout cas, nous, on y travaille quotidiennement, c'est-à-dire que dans les programmes éducatifs qu'on mène, qu'ils soient sur les enjeux d'économie circulaire, sur les enjeux climatiques, sur les enjeux en fait globalement d'éco-citoyenneté ou de consommation responsable, on fait intervenir clairement des élus dans les parcours. Un exemple concret, on accompagne tous les jeunes de la Savoie, par exemple dans le CDJ, le Conseil départemental jeunesse. Et là, on a effectivement des jeunes qui viennent découvrir aussi le système démocratique, le système de représentation et qui rencontrent des élus qui prennent des décisions à leur niveau. On le voit aussi sur tous les conseils municipaux jeunes qu'on rencontre sur les territoires labellisés Flocon Vert. C'est un vrai sujet que de donner de la place aujourd'hui aux jeunes dans les décisions politiques et pas seulement pour réaménager la cour de l'école, bien que c'est essentiel parce que c'est à leur portée. Et en même temps, de leur donner à voir de ce que concrètement c'est un élu, parce que c'est aussi des fonctions et des responsabilités qui sont clairement méconnues. Donc il y a un vrai enjeu d'éducation autour de ça. Donc merci pour cette question. Je crois que Romain, tu voulais réagir, je te laisse le micro. Oui, juste en complément, il y a aussi des parcours d'accompagnement d'élus dans la démarche inverse, mais on voit que les élus sont de plus en plus demandeurs de ça. À l'occasion des dernières élections municipales, il y a de nouveaux exécutifs partout en montagne, et on sent qu'il y a cette volonté aussi d'être plus dans la concertation et l'accompagnement pour pouvoir adresser les sujets auprès de leurs citoyens. Donc, dans les projets aussi Montagne Academy avec Mountain Riders, il y a des sujets d'accompagnement d'élus pour aller vers ça et favoriser ce dialogue territorial. On arrive au bout. J'ai l'impression qu'on aurait envie encore de parler de plein de trucs. Moi, la première, mais on va s'arrêter là. Je suis désolée de... En tout cas, moi, je me sens un peu frustrée, donc j'imagine que vous aussi. Mais en tout cas, le contact est pris. Je pense que vous pouvez suivre Stéphane et ses travaux sur les réseaux et puis, je sais pas dans quelle mesure solliciter. Enfin, voilà, Stéphane, si vous avez des questions brûlantes. Marlène, Romain et moi restons aussi à votre disposition si vous avez besoin qu'on creuse les témoignages ou si vous avez besoin qu'on revienne sur certains sujets. En tout cas, on est à votre dispo. J'avais envie de vous partager une dernière info importante, en tout cas importante pour nous, parce que la célébration, c'est aussi une étape fondamentale de la transformation. Il faut savoir célébrer. Du coup, on fête nos 25 ans le 3 juillet prochain.
Ça, je vous l'ai déjà dit, ça va se passer à Grenoble. Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour vivre une expérience immersive dans ce que pourrait être la montagne en 2050. Et là, c'est garanti sans conférence, sans table ronde, sans scientifique. Et c'est que par les sens et le corps qu'on va essayer de se laisser porter à ce que pourraient être voilà, nos différents scénarios d'avenir. Donc, c'est une proposition plutôt joyeuse et festive. Venez comme vous êtes, pro, perso. Tout le monde est le bienvenu. Venez en famille avec vos collègues. En tout cas, ça se passe le 3 juillet à partir de 17h. Et vous avez toutes les infos là sur le petit QR code et vous retrouvez les infos sur les réseaux, enfin sur nos réseaux et le site web. Voilà, je vous remercie, c'était très riche. À disposition si vous avez besoin d'en savoir plus sur les sujets évoqués. J'aimerais vraiment remercier le témoignage authentique, sincère de Marlène. C'est toujours un bonheur de travailler avec toi. Romain également, du coup, fidèle. Voilà, Mountain Changemaker, c'est quand même une structure avec laquelle aujourd'hui on travaille main dans la main, donc partenariat précieux pour nous. Et puis Stéphane, évidemment, merci pour tes éclairages qui sont toujours très riches, nourrissants. Donc merci d'avoir été avec nous et merci à chacun, chacune. Merci Mélène pour la logistique. Passez une bonne après-midi et à très bientôt et rendez-vous le 3 juillet sans faute. Au revoir. Là, j'active la culpabilité, hein. Oui. Du coup, ah oui, bah du coup. Ouais.